Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est bon? Docteur Nasser Bensila. Merci à vous, merci. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres de l'organisation Amal pour cet excellent congrès. Je suis très honoré d'être parmi vous pour discuter d'une thématique autour de la prise en charge de l'asthme. Tout d'abord, je me présente très rapidement. Je suis Dr Bsila Nasser. Je suis le responsable médical sur les aires thérapeutiques respiratoires et allergies au sein des laboratoires GSK. Je suis basé à Tunis et je travaille pour les deux pays, donc le Maroc et la Tunisie. Voici donc rapidement mes conflits d'intérêts. Cette présentation entre dans le cadre d'un symposium promotionnel de GSK. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, comme on a dit, c'est les défis, certains défis. Il y en a plusieurs, il y en a une multitude de défis dans la prise en charge qu'il faut prendre en considération. On va essayer aujourd'hui de voir ces 5 défis. Tout d'abord, la perception du patient asthmatique par rapport à sa maladie. Et ça, c'est le point de départ très important à prendre en considération dans cette prise en charge-là. Le deuxième défi, c'est l'action ou notre agissement, en fait, lorsqu'on va prendre en charge sur ce qui est caché de la maladie, à savoir l'inflammation et l'hyperréactivité bronchique, contrôler la maladie, bien sûr, mais aussi réduire les exacerbations. Ça, c'est un objectif très important. Le dispositif d'inhalation, et je vais terminer rapidement par l'utilisation appropriée des bronchodilatateurs de courte durée d'action. Alors, la prévalence dans le monde, on estime pratiquement plus de 340 millions d'asthmatiques de par le monde. La prévalence varie de 2 à 10% selon les pays. Au Maroc, comme en Tunisie, la prévalence elle est estimée entre 3 et 5% dans certaines études, mais sachez que ces chiffres-là sont probablement sous-estimés puisqu'on manque de données très fiables et on estime, certaines études menées à l'échelle de services ou de régions parlent jusqu'à 15% de prévalence de l'asthme. Mais ce qui est clair, c'est que actuellement dans nos pays, on n'arrive pas à maîtriser convenablement cette maladie-là, donc elle impacte très considérablement les patients. Très rapidement, donc l'asthme, c'est une maladie hétérogène. Il y a plusieurs types d'asthme, plusieurs patients asthmatiques, caractérisés physiopathologiquement par une inflammation chronique des voies respiratoires, cliniquement, donc une respiration sifflante, dyspnée, oppression thoracique, ça on le connaît tous, mais ce qui est à souligner, c'est la variabilité de ces symptômes-là dans le temps, mais aussi en intensité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que entre des périodes de crise, le patient peut être complètement normal et aussi il pourrait présenter une petite variabilité en dehors de crise, de dyspnée par exemple, une légère exagération de tout, et cela est important à prendre en considération. Sur la fonction respiratoire, on va avoir ce qu'on va appeler un syndrome obstructif. Il va y avoir une obstruction de bronche, et donc c'est les débits expiratoires, donc la vitesse de sortie de l'air, qui va être impactée. En termes de volume, il y aura toujours un même volume, mais c'est la vitesse de sortie de l'air qui va être impactée, c'est ce qui va donner cette gêne-là. Aussi, ce qui caractérise l'asthme, c'est l'inflammation, comme on a dit, bronchique, l'obstruction bronchique et l'hyperréactivité bronchique. Alors, très rapidement, les facteurs déclencheurs de crise ou de symptômes, les expositions allergéniques, les polluants, les infections virales. Vous allez voir en bas donc une branche normale. Après, c'est tout le processus, je vais rapidement parler de ça, qui va être mis en jeu dans le processus inflammatoire au niveau bronchique. On déclenche et on inclut plusieurs cellules inflammatoires. On part des mastocytes, des macrophages. On passe obligatoirement par les lymphocytes T helper 2 dans certains cas, mais actuellement, on parle d'asthmatique sans engagement de cette voie-là, surtout lorsqu'il y a une exposition professionnelle pas allergique. Après, c'est les éosinophiles qui sont appelés dans le processus. Plusieurs médiateurs qui sont inclus. L'histamine, les leucotriènes, les interleukines, les cytokines, les chymokines, tout cela va entraîner, comme vous le voyez en bas, l'obstruction des bronches, l'inflammation bronchique. Mais ce qu'on veut éviter, ce que vous avez à l'extrême droite de la présentation, c'est le remodelage bronchique. Et c'est ce qu'on veut réellement éviter en prenant en charge convenablement nos patients asthmatiques. C'est un point culminant très important pour ces patients-là. À votre gauche, c'est une branche normale, un épithélium cilié,
des cellules productrices de mucus, des cellules caliciformes. En bas, vous avez le muscle lisse, quelques capillaires sanguins. Mais ce que vous voyez à droite, c'est le remodelage qui va s'installer chez des patients qui sont maltraités. Et malheureusement, ce remodelage-là, il est très faiblement réversible. Et c'est ce qu'on doit viser en prenant en charge. On ne le voit pas, malheureusement, on voit les symptômes, mais malheureusement, regardez ce qui s'installe. Une raréfication des cellules ciliées, aux dépens de cellules caliciformes et d'hypertrophie de cellules productrices de mucus. En bas, vous allez avoir une fibrose sous-épithéliale, une hypertrophie des muscles lisses. Tout cela va rendre et va faire un changement structurel important des branches qui ne deviennent plus assez flexibles comme d'habitude. Et c'est ce qui va entraîner la persistance des symptômes. On a dit que généralement c'est variable dans le temps, mais ça va entraîner la persistance des symptômes et la persistance de la réduction des débits expiratoires. C'est très important. Pour le traitement, c'est très simple. D'une façon générale, deux grandes classes de traitements qu'on va utiliser. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est les traitements qu'on utilise habituellement. On a une inflammation bronchique, on va utiliser les traitements corticoïdes inflammatoires, on privilégie la voie inhalée. On a une obstruction bronchique, on va privilégier les bronchodilatateurs, surtout de type bêta-2 mimétique. Après, on va avoir, lorsqu'on va prescrire un traitement chez un patient asthmatique, on va, prescrire ce que vous allez avoir en bas en vert, un traitement de fond. Je prescris par exemple le sérétide ou flixotide, mais la base du traitement d'un asthmatique, c'est un corticoïde inhalé seul. Donc pour les asthmes légers et intermittents, je devrais commencer par un corticoïde seul, à différents dosages, et le but, comme on a vu, c'est un traitement anti-inflammatoire. Toujours dans le chapitre des traitements de fond. Parfois, et pratiquement toujours, le corticoïde seul pourrait ne pas donner l'effet escompté. On va associer un bronchodilatateur de type bêta-2 stimulant ou bêta-2 mimétique de longue durée d'action. Et c'est une classe qui va être utilisée comme traitement de fond en association pour un effet synergique, anti-inflammatoire et bronchodilatateur. Après, toujours dans la même prescription, on va donner un traitement de secours chez le patient, la fameuse ventoline par exemple. Et c'est un bronchodilatateur toujours, mais de courte durée d'action. C'est-à-dire que ça agit très rapidement dans le temps et ça ne dure pas trop longtemps par rapport au bronchodilatateur de longue durée d'action qui prend pratiquement 12 heures d'effet. Le SABA ou le bronchodilatateur de courte durée d'action, c'est une durée maximale d'une heure. Et lorsqu'on va prescrire ces traitements-là, c'est une prescription à la demande. C'est-à-dire on ne va pas dire aux patients que vous devez prendre ces médicaments d'une façon régulière comme le traitement de fond. Attention, c'est des médicaments à ne pas abuser. C'est une utilisation ponctuelle, comme on a dit, lors des variabilités des symptômes. Après ça, j'ai pris les dernières recommandations françaises de décembre 2021, publiées en 2022, pour vous expliquer très rapidement l'idée de ce schéma-là. L'idée, c'est que l'asthme et le traitement de l'asthme n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que le traitement peut évoluer dans les deux sens, dans le sens de l'escalade thérapeutique ou dans le sens de la désescalade thérapeutique. J'escalade mon traitement lorsque j'évalue son contrôle, j'augmente la dose de corticoïdes inhalés, j'ajoute un bronchodilatateur, je double la dose de corticoïdes, etc., etc. Donc vous allez avoir une espèce d'escalier. En anglais, on appelle ça les step-up. Donc, on va augmenter dans les marches. Tout dépend du contrôle du patient. Après, lorsque le patient il est contrôlé sur une durée de 3 mois, 6 mois minimum, c'est à partir de là qu'on va pouvoir réfléchir à faire la désescalade thérapeutique, c'est pour faire le chemin inverse. Alors, les deux objectifs, finalement, justement, pour dire que ce patient-là, il est contrôlé et celui-là, il n'est pas contrôlé. Il va être basé sur le contrôle de la maladie. Ça passe par le contrôle des symptômes diurnes, nocturnes, activité physique, médicaments de secours, comme on a dit les SABA, il faut les minimiser. Donc, à partir de 2 utilisations, 2 bouffées x2 par semaine, on va marquer un point de plus, c'est-à-dire que le patient n'est pas contrôlé, et réduire les risques de la maladie. Alors,
La première question, est-ce que, on a dit, la perception du patient par rapport à son contrôle peut influencer la prise en charge? Sachez que oui, parce que on peut être face à des patients qui sont mauvais percepteurs. Poser une simple question, ça c'est une question simple, mais malheureusement, on peut tomber face à des patients qui sont mauvais percepteurs. Ils vont avoir une difficulté à reconnaître des signes graves et ils vont finalement dire que leur asthme il est bien et ils ne vont pas engager une prise en charge. Dans l'autre côté, on va avoir des patients qui sont plutôt hyperpercepteurs. Réellement, ça va poser un problème de prise en charge. Quelques chiffres très rapidement dans cette étude-là. 8000 patients inclus, 20% sont contrôlés dans les règles de l'art. Alors que, si on va poser la question qu'on a dit tout à l'heure, on remarque que plus de 80% de ces patients-là vont dire que mon asthme il est bien, malgré que 20% seulement sont contrôlés, et donc il ne faut pas se fier à des questions. D'autres études très rapidement qui montrent la même chose par rapport au contrôle. Ces patients-là, les 80%, plus de la moitié ont 3 fois de symptômes par semaine, 1 fois de symptômes nocturnes, 2 fois d'utilisation de traitement de secours, et ça signe un non-contrôle. C'est pour cela, je vous incite vraiment, lorsque vous allez avoir des patients asthmatiques, à utiliser l'ACT, l'Asthma Control Test. C'est un questionnaire nécessaire, obligatoire pour pouvoir évaluer votre patient asthmatique. Il est important à faire dans chaque visite et ça vous aidera à faire une évaluation objective du contrôle de votre patient asthmatique et ça va vous aider à décider de l'approche thérapeutique. Ce sont 5 questions que le patient va répondre selon les signes. Et donc, plus le score il dépasse le 20, on va dire qu'il est contrôlé. Entre 15 et 19, on va dire que ce patient, il est mal contrôlé. Mais attention, mal contrôlé, ça ne veut pas dire non contrôlé. Il y a une différence. Moins de 15, c'est un patient qui est non contrôlé. Donc, retenez ACT. Alors, avec Sérétide, avec une approche régulière, on va permettre aux patients d'atteindre un bon niveau de contrôle, donc une dose régulière de corticoïdes, plus un sabbat à la demande. Le patient va utiliser au besoin, comme vous le voyez. OK. Et là, c'est là où je vais rappeler l'importance des signes invisibles dans la maladie, les 3 composantes. Parce qu'avec l'approche régulière, on va agir sur le contrôle. Vous voyez cette étude-là, l'étude GOAL, la fameuse étude qui a bâti un peu les principes de prise en charge de l'asthme. Plus on maintient le traitement, plus on atteint un contrôle. Toujours dans la même étude GOAL, 2 notions très importantes. J'atteins le contrôle. Mon patient il n'est pas contrôlé, je traite pendant 3 mois, je vais atteindre son contrôle. Mais la question, est-ce que si je maintiens cette même thérapie à partir du contrôle, est-ce que mon patient va garder le même niveau de contrôle ou il va s'améliorer ou s'aggraver? Et cette étude-là a montré qu'on peut maintenir, voire même améliorer le contrôle lorsqu'on maintient une thérapie. C'est pour cela qu'on parle de proactivité. Sur l'inflammation, rapidement, une action sur l'inflammation bronchique, sur l'hyperréactivité bronchique et pour finir avec l'action, la réduction des exacerbations. Donc vous voyez, quel que soit le niveau de sévérité, on peut agir sur les 4, si j'ose dire, composantes principales de la maladie après donc l'exacerbation. Je termine avant de passer au sabbat par le dispositif d'inhalation. On sait tous que pour les asthmatiques, on a besoin de produits inhalés pour éviter les traitements par voie orale. Les corticoïdes par voie orale, c'est des médicaments dosés en milligrammes et en grammes, et donc c'est des très fortes doses qui impactent en termes d'effet systémique le patient. C'est pour cela qu'on va privilégier les traitements inhalés. Mais est-ce que le choix du dispositif peut avoir un impact? Regardez cette étude-là. C'est une étude très connue dans laquelle on a montré que si le patient manipule d'une façon incorrecte son dispositif d'inhalation, on va augmenter de plus de 47% les risques d'hospitalisation, quel que soit le médicament qu'on va choisir. Mais il suffit de manipuler incorrectement un dispositif, on va augmenter les risques d'hospitalisation, de visite aux urgences, d'utilisation de corticoïdes par voie orale et d'antibiotiques, et d'où justement l'importance de passer beaucoup de temps à bien éduquer le patient sur la technique d'inhalation. Quelques, si j'ose dire, particularités pour un dispositif qui va être
qui va aider le patient finalement à utiliser convenablement. Vous le voyez, mais je vais partager très rapidement les particularités du discus. Ce que vous voyez à l'intérieur, c'est un blister. Les doses sont unitaires, protégées par un blister thermocellé contre l'humidité. Et après, donc c'est le déclenchement de dose qui va mettre la poudre pour l'inhalation. Et en termes d'erreur, ça a été comparé par rapport à plusieurs dispositifs. Et c'est un dispositif qui est finalement facile d'utilisation, qui va vous aider finalement à minimiser les risques d'erreurs de manipulation. Et pour conclure ma présentation, je vais parler d'utilisation appropriée des sabbats. Comme on a dit, c'est un chapitre important de notre prescription. C'est des médicaments qui vont agir très rapidement pour une petite période, mais on va avoir besoin de ça comme traitement de secours. Par contre, il faut insister sur une chose, il ne faut pas abuser de ces produits-là. Et deux, c'est votre premier marqueur de non-contrôle du patient. Dès que vous allez, parce que vous devez demander au patient de ramener les produits à chaque fois, contrôler les doses restantes dans le dispositif de fond pour savoir si le patient est compliant au traitement ou pas, et aussi demander sur le nombre de doses que le patient utilise pour les traitements de secours. Et si votre patient abuse des sabbats, de la ventoline justement, c'est votre premier signal d'alerte sur un non-contrôle de la maladie. Ça devrait vous inciter à changer le traitement, escalader la thérapeutique, engager tout un plan d'action pour ce patient-là. C'est des médicaments qui sont bien sûr nécessaires pour les traitements de crise, mais aussi puisqu'on va conseiller aux patients de faire une activité sportive. Le patient asthmatique n'est pas un patient, entre guillemets, handicapé. Il doit faire du sport. Et les sabbats, c'est les médicaments qui vont parfois prévenir ce qu'on va appeler la bronchoconstriction induite par l'effort. C'est deux bouffées à prendre avant l'effort, et ces doses-là, ces prises-là ne sont pas comptabilisées pour l'évaluation du contrôle. C'est à part, et donc ça va vous aider à inciter le patient à faire une activité physique. Et je termine par cette slide. Plus on est vers la dose de corticoïdes optimale, vers le contrôle, moins on réduit la fréquence d'utilisation des sabbats. Et c'est un point très important. Actuellement, il y a une tendance à dire que les sabbats, c'est dangereux. Oui, lorsque le patient abuse, mais c'est votre premier signal de non-contrôle. Dès que vous remarquez que le patient consomme d'une façon inhabituelle, ça doit engager une escalade thérapeutique, et vous allez remarquer que le patient va réduire l'utilisation des sabbats. En conclusion, je rappelle que l'asthme est une maladie inflammatoire bronchique associée à une hyperréactivité bronchique, donc une réaction exagérée des bronches et une obstruction bronchique. La perception du patient par rapport à sa maladie, c'est un point à prendre en considération, parce que poser des questions simples pourrait vous induire en erreur. Utilisez les bons questionnaires, notez l'ACT, l'Asthma Control Test. Vous allez sur Internet, vous allez avoir des questionnaires en ligne. Ça va vous aider à chaque fois à bien évaluer le contrôle. Le dosage régulier proactif, on l'a vu, ça va agir sur toutes les facettes de la maladie. Ce qui est visible, la symptomatologie, réduire les exacerbations, atteindre le contrôle, le maintenir, mais aussi agir sur la partie cachée de la maladie, l'inflammation bronchique, l'hyperréactivité bronchique, tout ça pour éviter le remodelage bronchique. Et pour finir, le dispositif d'inhalation, c'est une fatalité chez l'asthmatique. Sinon, on devrait passer par la voie orale, et comme vous le savez, c'est un impact considérable, mais il faut insister sur la bonne technique d'inhalation pour aider au mieux à atteindre le bon niveau de contrôle chez les patients asthmatiques. Je vous remercie vivement de votre attention. Pour la présentation. Merci à vous. J'espère que j'ai respecté le temps. 15 minutes de pause café, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions à poser. C'est bon? On vous remercie. Merci à vous. S'il vous plaît, j'aimerais bien vous annoncer qu'il y a l'attestation de votre présence à notre congrès, notre propre congrès ML, et sont déjà prêtes.
vous pouvez les prendre à partir de 14 heures à la réception. Votre attestation de présence au congrès, c'est déjà faite.